Bienvenue dans ce nouvel épisode du Decan Walk. Aujourd'hui, nous allons parler du 8 d'épée. Oui, on est rentré dans le signe du Gémeaux qui a commencé le 21 mai et on rentre de ce fait dans le premier décan du Gémeaux, gouverné par Jupiter, la carte de la roue de fortune. Reste avec moi, je t'en dis plus dans ce prochain épisode qui va être très très dense. À tout de suite. Hello, c'est H, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Je suis très contente d'être rentrée dans cette nouvelle énergie du Gémeaux, ce nouveau cycle, et avec beaucoup d'enthousiasme pour moi. On a quitté la saison du Taureau, qui était mon mois d'anniversaire, et on a balayé les 3 cartes 5, 6 et 7 de Pentacle, si tu m'as suivi précédemment. Et ces énergies étaient assez bloquantes pour moi. Et là, je sens vraiment un renouveau avec de la légèreté, la légèreté du Gémeaux. Et je vais t'expliquer tout ça par la suite, pourquoi moi ça me parle vraiment. Et donc, on a traversé l'inquiétude, l'équilibre, la générosité, et puis le regard honnête, et puis la pose un peu inconfortable de ce qui va se passer ensuite, la confrontation avec ce qu'on est en train de bâtir. Et là, on quitte les pentacles, on quitte la terre pour entrer dans l'air. Et ça fait longtemps que je t'ai pas parlé. Je t'ai pas parlé, non, ça fait pas longtemps. Je te montre la roue. Ça, c'est la roue que j'ai traduite en rider. Je suis désolée, je vous ai envoyé plusieurs mails de correction par rapport à cette roue. J'ai fait plusieurs petites boulettes, mais aujourd'hui tout est bon. Si tu n'as pas reçu le nouveau mail, tu regardes dans tes spams avec la version corrigée. Et si tu es nouveau ici, écoute, prends le lien qui est en description. Et Meggy m'a déconcentrée. Prends le lien en description et va télécharger le e-book où je te parle de Decan Walk et comment le pratiquer de manière simple et concise. Et donc aujourd'hui, on se trouve ici dans le premier décan du signe du Gémeaux, qui est Jupiter en Gémeaux, avec le 8 d'épée. Voilà. Et puis d'ailleurs, avant de commencer, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, qui continuent à commenter et qui continuent à regarder mes vidéos et qui continuent à faire le Decan Walk. Et puis merci d'être là. Vous me portez vraiment dans ce projet qui me demande quand même du travail. Faut pas se le cacher, travail de recherche. Mais en même temps, je dis ça, mais c'est un travail personnel aussi très enrichissant pour moi, donc que je partage avec vous. Et merci d'être là. Je bois une petite goutte de café au lait. Et donc, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Je prends mes notes, ma petite tablette, tu vois. Tout ça, c'est mon script qui a été retravaillé plusieurs fois. Et c'est comme ça que je bosse. Donc je lis mon script, que j'ai préparé ce matin, au réveil. Il est midi là quand je tourne, midi 14 plus exactement. Donc je suis désolée, des fois je vais lire et des fois je vais comme d'habitude, blabla, inspiration, truc qui vient là en tournant la vidéo. Et donc si je suis mon script, j'en suis où oui, je disais qu'on va commencer avec le signe des Gémeaux. Ok, le signe des Gémeaux qui est représenté par la carte des amoureux dans le tarot. Alors le signe, elle est belle cette carte du Gémeaux. On a les deux escaliers, les deux jumeaux, là noir et blanc. Enfin, j'adore la symbolique sur cette carte. Et donc le premier décan des Gémeaux, donc
part du 21 au 31 mai, pardon. Aujourd'hui, on est dans le dernier jour du premier décan, qui correspond au 8 d'épée. Le 8 d'épée, son petit nom, c'est Lord of Interference, le seigneur de l'interférence. Note mon petit accent Frenchy. Et un autre titre intéressant, hermétique, qui s'appelle The Shortened Force, la force raccourcie. Très intéressant, on va en parler tout à l'heure. Donc, gouverné par Jupiter, la roue de la fortune, et puis Gémeaux, c'est la carte des amoureux, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et ce qui m'a interpellée quand j'ai travaillé avec ce décan, c'est que roue de fortune, Jupiter, on est vraiment dans l'expansion. La roue de fortune, c'est la carte de l'expansion, des cycles, de la chance, du mouvement perpétuel. Jupiter, qui la gouverne, c'est vraiment le grand bienfaiteur, hein, comme on l'appelle le grand bienfaiteur en astrologie. C'est la plus grande planète du système solaire, la planète de la croissance, de l'abondance, de la sagesse. Et les amoureux, c'est la carte du choix conscient, de l'union, de la rencontre avec l'autre, avec soi-même. Et je me suis dit, comment est-ce que la roue de fortune qui rencontre la carte des amoureux peut donner cette carte un peu sombre qui est le 8 d'épée, tu vois, c'est pas compréhensible. Comment ces deux-là donnent celle-ci. Et d'ailleurs, on va rentrer dans le cycle des Gémeaux et tu vas voir que les cartes paraissent sombres, hein, les 8, 9 et 10 d'épée, hein, dans le rider, elles ne sont pas glorieuses. Mais le travail ici, c'est justement d'aller beaucoup plus loin et de comprendre la leçon derrière, qui est une leçon, j'adore le signe des Gémeaux. Voilà, et comment ça se fait en fait que l'on se retrouve avec cette nana paralysée là, qui a l'air emprisonnée, qui a l'air mal et tout. Et on va explorer tout ça dans la suite de la vidéo. Donc, on va commencer avec les Gémeaux. Tac, 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 Gémeaux, voilà. Alors, le Gémeaux, c'est le 3e signe du zodiaque. C'est un signe mutable. Ah, tiens, on a quasiment la même carte pour les Gémeaux et les signes mutables. Ça lui correspond bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un signe mutable? Pour revenir au taureau, au bélier, au taureau que nous avons déjà exploré, le bélier, donc on est dans la saison du printemps, le bélier initie la saison du printemps, le taureau est au centre de la saison du printemps, donc elle fixe la saison et c'est là où le printemps s'épanouit le plus. Et le signe cardinal, donc le signe du Gémeaux, on sort du printemps, il est mutable, il se teinte de la prochaine saison et il transforme la saison, il prépare à la saison précédente, ça je te l'ai dit. Donc le Gémeaux, enfin, si tu veux, le signe mutable, c'est un mouvement d'intellect et de métamorphose qui glisse donc du coup du printemps à l'été dans la saison du printemps avec la carte des Gémeaux. Donc on est vraiment dans un signe de transition. La devise du Gémeaux, c'est je pense, je découvre. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de Gémeaux qui me regardent ici. Vous allez vous reconnaître. Je suis Gémeaux quelque part aussi. Je t'expliquerai tout à l'heure. Donc le signe du Gémeaux, c'est le signe de l'intellect, de la curiosité perpétuelle. Hein. On adore c'est le signe du geek. Hein. Le Gémeaux, c'est clairement un geek. C'est le signe de la communication sous toutes ses formes, la parole, l'écriture, les échanges, les idées qui circulent. Le Gémeaux gouverne le système nerveux, les bras, les mains, les poumons et il règne sur les relations fraternelles, les voyages courts, les apprentissages et tout ce qui est proximité. Hein. Attends, je vais y revenir après. Donc c'est un signe d'air. Il se meut dans le monde des idées, des mots. Il cherche à comprendre, à apprendre, à relier les choses. Il analyse et c'est un esprit rapide, flexible et agile. Il aime observer, questionner, partager, jongler avec les concepts. Rien ne l'ennuie. Il n'aime pas la stagnation. Hein. Il est curieux, il est vif, le Gémeaux.
Sa planète qui le gouverne, c'est la planète Mercure. Alors Mercure, c'est notre petit magicien dans le tarot. Sa planète, donc, c'est Mercure. Mercure, c'est la planète de la pensée, du langage, du mouvement rapide. Le Mercure, c'est la rapidité. On avait dit que Mercure, c'est la planète qui tourne, une des planètes qui tourne le plus rapidement autour du Soleil. Tous les 28 jours, à peu près, son cycle, il est court. Donc, il est rapide, il passe vite fait à autre chose. C'est la planète de la pensée, du langage, du mouvement. Il est naturellement doué pour l'écriture, la parole et le jeu mental. Il peut exceller dans tous les domaines qui demandent de l'agilité intellectuelle, de la rapidité et de la polyvalence. Et dans sa version lumineuse, donc, le Gémeaux est un être d'une intelligence vive, précise, analytique, observateur, habile à planifier, à organiser aussi. Il est capable de diriger les activités des autres. Il a du jugement. Il a un don pour le détail et le sens de l'ordre, le Gémeaux. Il est généreux, il est chaleureux dans ses relations personnelles, il est loyal en amitié, il est doté d'un profond sens de la responsabilité. Et par contre, dans sa version ombre, le Gémeaux tourne vite à l'obsession son analyse. En fait, il voit les choses de manière duelle. Et donc, il est tout le temps dans cette friction-là, cette tension-là du choix. Et il a peur de se tromper. Comme il analyse beaucoup, il voit clairement les tenants, les aboutissants. Il a peur de se tromper s'il prend un chemin ou un autre. Et donc, ça peut le paralyser dans son action souvent. Il peut être très critique, étroit d'esprit, sourd aux suggestions, têtu, aveugle à ce qui se passe autour de lui. Il se perd dans les détails. Il est incapable de passer à autre chose. Il passe trop vite à autre chose, et il est incapable, parce qu'il est incapable de voir la big picture en fait. Lui, il est rapide, il voit ce qu'il a au bout de son nez et il voit pas plus loin. Et donc, il perd la vision et il peut perdre vite la vision et ça peut former un déséquilibre et des petites inquiétudes. Le Gémeaux aussi peut nous échapper rapidement parce qu'il est très curieux, il est distrait et il peut vite changer de sujet, passer à autre chose, zapper les choses, ghoster les gens. Parce qu'il ou ghoster des choses, il peut s'intéresser à un sujet et passer vite fait à autre chose parce que le Gémeaux, il est distrait, comme je te disais, il est léger et ses intérêts changent rapidement. Voilà. Il est symbolisé par les jumeaux. Les jumeaux qui portent en lui, donc, du coup, la dualité. Les deux perspectives, les deux voies, les deux chemins. C'est une polarité qui peut l'enrichir et qui peut aussi le déstabiliser. Il peut se perdre dans le doute, jouer deux rôles en même temps, sans jamais se positionner. Voilà, mais il est dans un chemin de croissance, le Gémeaux, toujours. On peut faire confiance à son mental, à son discernement. Et quand il est bien aspecté, le Gémeaux, quand il trouve son axe intérieur, le Gémeaux devient un messager conscient et qui peut faire le lien entre les deux mondes. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça ramène à la mythologie du Verseau, du Gémeaux, dont je te parlerai plus bas. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre sur le Gémeaux ? Ouais, donc le Gémeaux, il est toujours face à ses doutes parce qu'il est face à ses choix et il sème le doute à force de trop analyser. Quand il réfléchit à un problème trop longtemps, en fait, il se perd. Il ne sait pas s'il prend la voie A ou la voie B et il doit prendre l'épée pour trancher. Je te parlerai de l'épée tout à l'heure en te parlant de la carte des Gémeaux. C'est un symbole très intéressant dans le Gémeaux. Et pour en revenir aux jumeaux et la mythologie,
et des deux mondes, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que dans la mythologie, on a Castor et Pollux. Donc on les appelle les dioscures. Ce sont les fils de Dieu. Les fils de Dieu, les fils de Zeus. Considérés comme les fils de Zeus, en fait. Donc en fait, ils sont nés de Léda, de Sparte. Et ils sont nés d'un même œuf qui a été pondu par Léda, qui s'est déguisé en cygne pour éviter Zeus. Et Zeus a réussi par la choper de force. Et donc de cet œuf sort Castor et Pollux. Donc Castor qui est le fils de son mari, qui est Tindar, le roi de Sparte. Et puis Pollux qui est le fils de Zeus, qui est un dieu en fait, qui est mortel, alors que Pollux est mortel. Et donc quand Castor meurt, Pollux ne supporte pas l'idée de continuer sans son frère. Et donc il demande à Zeus de partager avec Castor son immortalité. Et Zeus lui propose une solution de créer la constellation des Gémeaux, où les deux frères en fait alternent entre l'Olympe, le royaume des dieux, et les enfers où réside Castor mort en fait. Et on a donc cette forme de dualité. Ils vivent une partie dans l'ombre et une partie dans la lumière, une partie dans l'Olympe et une partie de leur vie dans l'Olympe et une partie dans les Hadès. Très intéressant cette image. Et donc on a cette image forte du Gémeaux qui est duel, qui oscille entre la mort et la vie, entre la partie immortelle et la partie mortelle, entre le visible et l'invisible, qui est le gardien des portes, donc entre la vie et la mort, entre les deux mondes. Ce qui peut faire penser aux deux colonnes, qui est l'entrée du monde invisible qu'on retrouve derrière la carte de la grande prêtresse, Yakin et Boaz. Et puis, voilà. Et on va passer maintenant à la carte des Gémeaux, qui est la carte des amoureux. Alors, dans son nom ésotérique, à la carte des Gémeaux, c'est les enfants de la voix ou l'oracle des dieux puissants. Messager, donc messager, Mercure, voilà. Tu fais le lien. Tu fais le pont. Sa lettre hébraïque est Zayin, qui signifie l'épée. Je te parlais de l'épée tout à l'heure, qui est l'outil de séparation. L'outil qui permet de trancher le dilemme mental. Et puis, ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé aussi, c'est que la lettre Zayin correspond à l'odorat. L'odorat qui est le premier sens de défense, le fait de sentir les choses bien ou pas bien, et qui opère juste avant la pensée consciente. Pour moi, c'est ce qui précède la pensée consciente, c'est l'intuition, sentir les choses. J'ai trouvé cette analogie intéressante. Donc, dans la version du Rider, on a le mythe de l'Éden. Donc, on a Ève qui se tient devant l'arbre de la connaissance. Voilà. Et puis, on a le serpent qui est enroulé autour de l'arbre de la connaissance, qui est prêt à lui susurrer dans l'oreille des choses interdites. Et derrière Adam, qui est là, on a l'arbre qui en flamme, qui évoque les 12 signes astrologiques. Et entre deux, on a le nuage, donc le signe d'air. Et puis la grande figure ailée derrière, qui est ni plus ni moins que Raphaël, qui est l'ange le guérisseur, l'ange de l'élément air, et puis l'ange qui aide à présider les prises de conscience fatidiques. Dans la version du tarot de Thoth, on a le mariage hermétique. Elle est intéressante cette carte. Donc on a la cérémonie du mariage entre l'ombre et la lumière, entre le soleil et la lune, qui est présidée par l'ermite, qui est là, et qui marie donc l'empereur et l'impératrice, le roi sombre et la reine blanche, le lion
et l'aigle, le rouge et le blanc. Donc là, tu vois, on est vraiment dans une opération alchimique qui est Solvay et Coagula. On a nos deux jumeaux là, Castor et Pollux. Un qui vit dans l'Olympe, l'autre qui vit dans l'Hadès. On a Cupidon au-dessus, le fils d'Aphrodite et d'Hermès et de Mercure. Aphrodite et de Mercure. Attends, je confonds les deux. Aphrodite et Mercure. Aphrodite et Hermès. Non, Aphrodite et Mercure chez les Grecs. Oh, je me mélange les pinceaux. Donc, il est prêt à décocher la flèche de la volonté et de l'amour. Sur son carquois, il y a marqué, je ne sais pas si tu vois bien, il y a marqué Téléma, la volonté, qui est pour crawler la volonté de l'âme de s'unir avec tout et chacun. Voilà, voilà. Au premier plan, donc je t'ai dit l'aigle blanc et le lion rouge. Voilà, donc on a l'œuf orphique qui représente l'union entre les deux opposés. Solvay et Coagula. Et puis, qu'est-ce que je voulais te montrer d'autre? Sur cette carte, on a l'épée là, au milieu, Zayn. Donc c'est une carte qui est très symbolique dans cette carte du tarot de Thoth. Donc on a les amoureux qui symbolisent le pouvoir du choix conscient et la dualité de l'existence, le libre arbitre qui apporte avec lui des responsabilités envers nous et les autres. On a le process de guérison et d'illumination avec l'union et l'union des deux opposés, le mariage alchimique, la réunion des âmes jumelles en un seul corps, qui est l'œuf orphique, le pouvoir de se lier de manière authentique à une autre personne, de s'associer à nous-mêmes et à notre amant intérieur. Très profonde cette carte, beaucoup plus profonde. Enfin, toutes les deux sont très profondes finalement, mais elles apportent beaucoup de choses à la signification notre carte des amoureux. Ensuite, on va passer à la carte de la roue de fortune et on va parler plus précisément de Jupiter. Donc Jupiter, la planète Jupiter qui gouverne ce décan, hein, qui est maître de la roue de fortune, enfin qui correspond, dont la carte correspondante est la roue de fortune. Je vais y arriver, je vois un coup. Je ne vais pas faire de coupure à cette vidéo, hein. Je vais la balancer d'un coup d'un seul. Donc, j'ai soif. Donc Jupiter, pardon, c'est le grand bienfaiteur. C'est la plus grande planète du système solaire. Elle peut avaler toutes les autres planètes, elle peut engloutir toutes les autres planètes combinées tellement elle est énorme. Et cette taille énorme dit quelque chose sur son énergie d'expansion, de grandeur, d'amplification et d'abondance. Donc Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de la croissance, de la foi et de la quête de sens et de vérité. Il incarne l'élan vers ce qui transcende l'individu, donc la connaissance, la spiritualité, le voyage, l'exploration du monde et de l'esprit, surtout. Il représente la chance, l'abondance, l'opportunité, la prospérité, mais aussi la générosité, la bienveillance, la confiance. Donc Jupiter nous inspire à voir plus grand, à croire en nous-mêmes, à faire confiance à un ordre supérieur, à quelque chose de plus grand que nous. Il symbolise le professeur, le guide, le philosophe, le visionnaire. Là où Mercure, comme j'ai dit tout à l'heure, gouverne les petits déplacements, les trajets quotidiens, la communication immédiate, Jupiter, lui, gouverne les grands voyages, les pèlerinages, les grandes migrations, les grandes quêtes, les grandes explorations qui transforment de l'intérieur. C'est dans cette tendance à l'excès justement que ça peut mener à l'orgueil et au débordement et à l'aveuglement. À oublier ses limites en fait. Donc les plus grands dons de Jupiter sont la sagesse, les succès, la longue vie, la bonne santé, les expériences enrichissantes,
que le monde peut offrir, la famille, l'amitié, les voyages, la philosophie, la bonne fortune, voilà, tout plein de belles choses, tout plein de bonnes augures, hein. J'allais dire ce petit Jupiter, non mais ce grand Jupiter. Donc son signe, il gouverne deux signes. Son signe du jour, c'est le Sagittaire, qui traite de la vérité, du mouvement perpétuel, des voyages lointains, de la philosophie, de l'expansion, de l'ordre des inspirations et des grands voyages, etc. Et le poisson, qui est le thème de la foi, de la transcendance, du dépassement de soi. Donc tu vois, Jupiter, waouh quoi, Jupiter. Dans la mythologie, Jupiter, c'est Zeus, hein. Zeus qui est né de l'union des dieux primordiaux, des titans, du ciel et de la terre. Chronos et son père, qui a dévoré ses enfants pour éviter d'être renversé. Il avait peur que ses enfants prennent sa place. Mais Zeus finit par le vaincre et il fait recracher ses frères et ses sœurs de ses entrailles. Ouais, parce qu'il bouffait ses enfants, purée. Chronos... et donc Chronos est détrôné et Jupiter prend la tête de l'Olympe. Donc voilà. Et on connaît Zeus, hein. Zeus s'est uni à tout ce qui bouge. Zeus, il a couru les jupons partout, aux grandes dames de Héra, sa femme et sa sœur. Voilà, et d'où l'histoire avec Leda, là, qu'il force à copuler et qui engendre Pollux. Voilà. Donc Jupiter dans le tarot, c'est la roue de fortune. La roue de fortune dont le titre ésotérique est le seigneur des forces de la vie. Et la roue de fortune symbolise la nature cyclique, le zodiaque qui tourne constamment au travers des saisons, qui influence toute vie sur Terre. Elle est souvent représentée par Fortuna, la déesse du destin, qui est représentée souvent aveugle et qui fait tourner la roue sans considération sur le mérite ou pas, hein. Elle monte, elle descend, elle écrase, elle s'arrête pas, elle écrase et à l'instar de Jupiter, elle donne aussi des bienfaits. Donc la roue, tu l'as bien compris, la roue, elle s'arrête jamais, il n'y a rien qui peut l'arrêter, c'est les cycles de l'univers, c'est comme ça. Dans le tarot du rider, on a cette roue là, il y a marqué tarot, tour, rota, qui veut dire la roue, Torah qui veut dire la loi, et Hathor, la déesse Hathor. Donc on a les glyphes alchimiques qui tournent autour de la roue. Là, tu vois, on a le sulfure, on a Mercure et le sel, pardon. Et puis en haut, on a le sphinx qui représente l'énigme impassible. On a le serpent jaune qui représente Typhon, la créature rouge qui représente Hermanubis, le psychopompe qui guide les âmes. Et aux quatre coins, on a les quatre kéroubim d'Ézéchiel, le lion, l'aigle, l'ange et le taureau qui représentent les signes fixes qu'on retrouve aussi sur la carte du monde. Et donc, dans la version de Thoth, on a toujours cette roue avec Hermanubis, là, Typhon et le sphinx. Et donc, dans cette carte, Crowley nous montre cette même dynamique là que dans la roue fortune du rider, avec les trois gunas hindous. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. On a la sattva, la raja, tama, qui sont les trois tendances fondamentales qui s'alternent dans un mouvement perpétuel, aucune ne pouvant durer, hein. Chacune succède à l'autre.
dans une roue cyclique. Et dans son centre immobile, en fait, la leçon de la roue de fortune, c'est en fait, c'est qu'on s'accroche à quelque chose et qu'on laisse pas les choses cycliques tourner. En fait, on n'aime pas être soumis à notre destin, hein. Nous les hommes, hein, on aime être dans le contrôle et on s'accroche, on s'agrippe. Et c'est ça le problème de la roue de fortune. Et quand on la laisse tourner au gré des hasards et de la chance, en fait, elle guide la vie et il faut apprendre à vivre avec elle. Elle représente aussi dans cette carte les grandes lois cosmiques, les cycles de la manifestation, de la causalité, du mouvement perpétuel de l'univers. Donc, cette roue de fortune est associée à l'idée de la transmigration des âmes, ou la métempsychose. Donc la croyance que l'âme traverse de nombreuses expériences au cours des cycles de vie. Elle symbolise le mouvement perpétuel de l'existence où chaque action et chaque voie produisent des conséquences. La loi de cause à effet, on peut la relier aussi à la loi du karma, qui relie nos actes à notre évolution. Et donc la roue nous rappelle que rien n'est figé, les amis, que nous sommes en perpétuelle évolution et que chaque expérience participe au processus plus vaste qui est de la transformation et la croissance. Jupiter. Donc, roue de fortune, c'est une leçon, hein. Il faut laisser couler les choses et c'est le cycle de la vie, on n'y peut rien. Et c'est là où le Gémeaux rencontre Jupiter dans une rencontre incroyable. On va rentrer dans l'aspect astrologie. Alors, Jupiter est en exil dans le signe du Gémeaux. Qu'est-ce que ça veut dire l'exil ? L'exil, c'est quand, tu vois, la roue astrologique, c'est quand une planète se trouve dans le signe opposé à son domicile naturel. Donc, tu vois, il y a un axe. Jupiter, il y a un axe en fait. Jupiter, c'est la planète du Sagittaire, et Sagittaire et Gémeaux sont le même axe et ils sont à l'opposé l'un de l'autre. Et donc, ça veut dire que, si tu veux, Jupiter, c'est le Sagittaire, c'est la vision large, c'est la philosophie, les grandes vérités universelles, etc. Et puis, il se retrouve diminué, étriqué dans le Gémeaux, qui lui est plus dans les détails, la variété, la curiosité, qui saute d'idée en idée. Et puis, Jupiter arrive comme ça, avec sa grande expansion, dans le Gémeaux, où il se sent rétréci, se sent étriqué. Et c'est là que se trouve la friction, en fait, entre le Jupiter et le Gémeaux. C'est pour ça qu'on dit que Jupiter est en exil en Gémeaux. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est Jupiter, qui aime les choses amplifiées, etc., qui veut grandir haut et fort, se retrouve raccourci et fragmenté, d'où en Gémeaux, d'où le nom de la force raccourcie, le nom ésotérique du 8 d'épée, intéressant. Et trop d'options, trop de choix, se trouve du Mercure, de Gemini, du Gémeaux, se trouve paralysé, en fait, hein, dans la grande picture, dans la grande image de Jupiter. Et donc, alors, qu'est-ce que j'ai écrit ? J'ai dit, on retrouve sa dynamique dans la description de la personnalité du Gémeaux, dans les 8 d'épée. Donc, quelqu'un d'intelligent, d'analytique, de précis, d'organisateur, mais qui est finalement en mode ombre, qui s'enfonce dans ses petites inquiétudes, qui perd sa vision et son équilibre dès qu'il se retrouve confronté
à la grandeur des opportunités de Jupiter. Et donc, il se retrouve confronté et en tension et en inquiétude constante, en perte d'équilibre, en perte de vision. Voilà, voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la roue de fortune tourne, hein. La roue du destin, elle tourne. Et puis, la carte des amoureux, avec son libre arbitre, son choix conscient, en fait, vient mettre un coup d'épée là, dans la roue. Dans la roue de fortune et veut la bloquer, alors que la roue de fortune, on ne peut pas la bloquer, hein. On l'arrête jamais, elle est inarrêtable. Et donc, voilà, c'est cette friction-là qu'on retrouve dans la carte du 8 d'épée. L'envie de contrôler de l'amoureux, du libre arbitre de l'amoureux qui se trouve coincé dans la roue de fortune, dans la roue qu'on n'arrête pas de la roue de fortune. Trop d'options. On analyse. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent sortir. C'est trop d'options, on analyse, on réanalyse, on retourne le problème dans tous les sens. Et puis, chaque option se retrouve confrontée à l'expansion. Et puis, donc, il y a la peur qui s'installe, tu vois. Et puis, ça peut être aussi le 8 d'épée, des petits événements qui arrivent, des petits imprévus qui viennent mettre des cailloux, des obstacles sur notre voie, des petites interférences. Voilà. Maintenant, on va étudier la carte du 8 d'épée. Du 8 d'épée qui est la force raccourcie, comme on a vu tout à l'heure. Donc on voit cette femme-là qui est ligotée, ses bras sont attachés dans le dos. Ça fait 37 minutes que je parle, je te dis que cette vidéo elle est beaucoup trop longue. C'est pas grave, je continue dans mon élan. Donc ses mains qui sont attachées dans son dos. Elle a les yeux bandés, elle est debout dans une boue aqueuse. Et puis autour d'elle, on a ces 8 d'épée qui sont plantés à l'extérieur d'elle autour d'elle et qui semblent former une cage. Les épées ne la touchent pas, elles sont plantées à l'extérieur, comme je disais, et ces liens ne semblent pas impossibles à défaire. Son bandeau, elle pourrait l'enlever, et puis elle pourrait sortir de cette cage, enlever les épées. Donc Arthur Edward Waite dit que de cette carte que c'est une captivité temporaire, plutôt qu'une servitude irrémédiable. Le prochain tour de la roue peut apporter la libération. C'est intéressant. Et la boue sous ses pieds représente la frontière entre ce qu'on sait, donc la terre ferme, stable, concrète, et l'inconscient qui monte, l'eau émotionnelle qui menace de dissoudre toutes les incertitudes, toutes les certitudes, pardon. La prisonnière, elle est habillée en rouge, le rouge qui est la couleur de la vie et des passions. Et sur cette carte, elle ne peut pas voir la sortie, elle refuse de regarder, et puis elle ne sait pas comment sortir de là. Elle est bloquée dans ses peurs, dans ses incertitudes, dans ses doutes. Elle est bloquée, quoi. Alors que la solution, elle est là, elle est à portée de main. Et derrière, on voit le château. Le château qui pourrait être la réalité concrète de ce qu'elle pourrait vivre. Quand elle arrivera à résoudre cette énigme, comment sortir de cette prison mentale. Et dans la carte, attends, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, dans la carte du Thoth, donc on a plus une image symbolique sur cette carte du Thoth. On n'a pas de personnage humain, on a la carte qui s'appelle Interférence, et donc on a 8 épées, 8 lames différentes. Donc on a le Chris, un cri, un Scramazax, une dague, une machette et un Yatagan. Donc ce sont des sabres différents, sabres
saxonne, de l'Asie du Sud-Est, ottoman, etc. Et donc, ce sont des épées courtes, hein. Ce sont des épées courtes. On parlait du nom de la ésotérique qui est la force raccourcie. Et on a ces deux longues lames qui sont posées au-dessus, qui sont pointées vers le bas, qui est le mouvement descendant et le blocage. Le tout sur des moulins à vent rouges et bleus qui clignotent et qui sont les couleurs de Jupiter. Et on a aussi du bleu derrière qui sont les couleurs de l'émotion et de l'eau. Et Crowley note dans cette carte qu'il y a un manque de persistance intellectuelle et que Jupiter confère quand même une touche de chance malgré les obstacles, hein. N'oublions pas que Jupiter est toujours là, est toujours présente, hein. Et donc, on a la force qui est raccourcie, mais elle est juste raccourcie, quoi, hein. La force la force n'est pas annulée, si tu veux. Elle est juste raccourcie. Donc, la carte du 8TP, c'est littéralement la tension entre la roue de fortune qui tourne, Jupiter et les amoureux. Le libre arbitre, le choix, voilà. Et je t'ai parlé de cette épée là qui rentre dans un rayon de vélo là qui veut bloquer la roue de fortune, mais la roue de fortune elle s'arrête pas. Il y a un truc aussi dont je vais te parler rapidement. La carte qui est associée, le personnage de course, c'est le 8, c'est le roi d'épée. La dernière fois, j'avais fait une boulette, hein, je t'avais dit le roi de coupe parce que j'avais fait l'erreur sur ma roue. Mais c'est le roi d'épée. D'ailleurs, c'est beaucoup plus logique. Je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Donc, ce roi d'épée qui gouverne les deux premiers décans du Gémeaux. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais. Et ce roi d'épée, il est très intellectuel, hein. Il a la capacité à gérer beaucoup d'informations, à les analyser, à les mentaliser aussi. Donc ça peut être bloquant pour lui, mais un intellect très sharp, très aiguisé, très intelligent. Il aime lire, il aime apprendre, il aime comprendre. Et voilà, notre grand roi d'épée, hein, qui est gouverné aussi par Jupiter, la planète de l'expansion. On va passer vite fait sur la Kabbale. Petite Kabbale. Alors, on est dans le 8, tac, 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 on est là. On était dans le 7, on est dans le 8, qui s'appelle Od, en fait, hein, son petit nom ésotérique, c'est la 8e séphira, Od. Enfin, son nom, pas ésotérique, son nom kabbalistique, excuse-moi, qui représente la splendeur, la gloire, la majesté. C'est la sphère de l'intellect, de la raison, de la communication, et qui est gouvernée par Mercure. Donc, on a Jupiter dans 2 fois Mercure, hein, là. Et elle est en face, on a Netzach qu'on a vu la dernière fois, qui est la sphère émotionnelle. Là, on a la sphère intellectuelle avec Od, qui est gouverné par Mercure. Netzach est gouverné par Vénus. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, je ne l'ai pas dit la dernière fois, mais ils sont à l'opposé du même axe. Ça veut dire que en fait, ils se complètent, si tu veux. Ce sont des contreparties. Donc en fait, Netzach, qui est la force, la sphère émotionnelle, trouve sens dans la sphère intellectuelle de Od. Si tu veux, Od donne la parole, donc la sphère dans laquelle on est actuellement, donne la parole aux inquiétudes émotionnelles, aux émotions débordantes, enfin pas forcément les inquiétudes, ça peut être aussi des émotions de joie et de plaisir, mais Od donne la parole. Et toutes les deux marchent ensemble en fait, hein.
elles sont le miroir l'une de l'autre. C'est ça qui est intéressant aussi dans la Kabbale. Très intéressant aussi la Kabbale à étudier, parce qu'en fait, cette force-là de contrepartie se retrouve dans toutes les sphères qui sont sur le même axe. Bon, maintenant, après près de 45 minutes de vidéo, je vais te parler de mon expérience personnelle. Et je vais te mettre tout de suite là la carte que j'ai dessinée pour ce décan. Donc en fait, ce décan a été une bouffée d'air frais pour moi, parce qu'il est arrivé à un moment où vraiment tout était très lourd et je pataugeais dans la boue, je pataugeais dans mes émotions et tout. Et le Gémeaux est venu alléger tout ça avec sa curiosité, sa légèreté. Et puis moi, comme je t'expliquais en début de vidéo, je me sens Gémeaux quelque part, parce que mon soleil taureau se trouve en maison 3. La maison 3, c'est la maison de Mercure. Mercure, c'est la planète qui gouverne le Gémeaux. Et j'ai un stellium, ça veut dire que j'ai plusieurs planètes en conjonction dans la même maison. J'ai Mercure, du coup, qui est chez lui, en maison 3, à domicile. Donc en fait, je suis très mercurienne, parce que conjonction proche de mon soleil. J'ai Chiron aussi, et puis j'ai le soleil dans la maison 3. Donc je me sens très mercurienne. Je le vois dans ma manière d'aborder les choses avec curiosité, de passer d'un truc à l'autre, de zapper les trucs très vite. Je fais pas gaffe. D'être curieuse de tout, de passer d'un sujet à l'autre. Ce côté très d'apprentissage. On voit un coup. Et j'ai aussi Vénus qui se trouve dans le Gémeaux chez moi. Donc, j'exprime en fait mes plaisirs et tout, mon plaisir à travers l'apprentissage, la curiosité, la communication avec les autres. Mes relations en fait sont très intellectuelles, très dans l'esprit. D'ailleurs, les gens me disent, d'ailleurs je l'ai remarqué, dans mes relations amoureuses, moi je suis une sapio. En fait, j'aime les relations intellectuelles avec mon amoureux, j'aime les échanges, et j'aime le côté ludique, parce que le Gémeaux aussi c'est le jeu. Le Gémeaux c'est la curiosité, c'est le jeu. Le Gémeaux n'aime pas je crois que je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, il n'aime pas la routine, le Gémeaux. Quand c'est routinier, il fuit. Et moi, j'aime bien des relations comme ça qui se renouvellent tout le temps, qui sont dans la curiosité, dans l'apprentissage. On parle de philosophie, on parle de spiritualité, on parle d'histoire, on parle, tu vois, de la nourriture de l'esprit, quoi. J'aime ça. Et moi, c'est ça qui m'attire au-delà du physique, c'est ça qui m'attire aussi chez les hommes. Et donc, tu l'as bien compris, je suis très mercurienne, donc en fait, je me sens limite plus à l'aise dans le Gémeaux que dans le Taureau. Le Taureau qui est très émotionnel, qui m'embarque dans ces trucs et tout, qui est très dans la terre, dans la lenteur, etc. Je suis dans la lenteur, hein. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup procrastiner, qui aime paresser, qui aime prendre le temps pour faire les choses, mais je suis quelqu'un qui aime quand les choses vont vite. J'aime quand on réfléchit vite, quand il y a de la lumière derrière la pensée, quand c'est clair, c'est limpide, c'est intelligent. J'adore ça, franchement. Et donc, j'ai retrouvé beaucoup d'énergie dans cette énergie. J'ai beaucoup d'énergie, de liberté dans cette énergie du taureau, du Gémeaux, pardon. Et puis cet élan de changement, d'aller en avant. Moi, je suis dans cette carte-là de l'énergie transformatrice du 8 de taureau, qui est du 8 de... Pourquoi je dis taureau? Du 8 d'épée. Je me calme. C'est là, mon cerveau il est en train de bouillir là. J'ai envie de dire plein de choses en même temps, donc je me mélange les pinceaux. Je souffle. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je me suis perdue. Ça, c'est très Gémeaux.
Euh, Et ça me gratte. Je me suis piquée par quelque chose là, brûlée par j'en sais rien. Bref. Tac, tac, tac. Oh, je suis perdue, je sais plus. Euh, euh, Attends, je reprends mon fil. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Euh, Oui, dans le cocon, le cocon. Le cocon de la chrysalide, le cocon du papillon en fait, hein, et sortir de, tu sais quand cette dame là, quand elle va sortir, elle va enlever son bandeau, elle va détacher, se détacher et qu'elle va voir qu'en fait que tout ça est une vue de son esprit en fait, elle sort de son cocon, et il y a un effet transmutation dans cette carte du vide d'épée et moi je sors de mon cocon là, avec avec le Gémeaux, tu vois. Et puis en plus, on a traversé hier la pleine lune en Sagittaire. Très intéressant cette pleine lune en Sagittaire. Il s'est passé beaucoup de choses aussi en cette pleine lune en Sagittaire, hein. On a eu la victoire du PSG là avec les gens. J'avais pas sorti la carte de la pleine lune, hein? Ah si, elle est là. La pleine lune en Sagittaire. Euh, J'ai parlé de foot, mais on s'en fout du foot, hein. Je suis pas du tout foot. Je déteste en fait ce truc-là qui anime les foules. On sait même pas pourquoi. Il y a un égrégore autour du foot que j'apprécie pas du tout. Comment les gens sortent dans la rue pour fêter la victoire. Enfin, ils vont même pas gagner un quart du million, du quart de ce que va gagner les joueurs. Ce que vont gagner les joueurs. Ils sont là, ils sont en liesse. On se demande pourquoi. De la joie, ils viennent, ils cassent tout, ils pètent tout, ils sont contents. Donc c'est vraiment quand on lâche tout, on n'a pas de limite comme Jupiter, hein. Vraiment. C'est ce qui se passe dans le foot. Et, ça, et le fait que ce soit fait, que cette victoire-là soit pendant la pleine lune en Sagittaire, je pense que c'est encore plus exacerbé les foules. Et d'ailleurs, c'est pas anodin, parce que comme on sait, tout est ésotérique dans ce monde, c'est pas anodin que ce match-là ait été fait le jour de la pleine lune en Sagittaire. Tout est calculé dans ce monde, tout a été mis en place de manière très calculée et très structurée par rapport aux astres, tous les événements du monde, faut le savoir. Du plus infime au plus grand, parce que ceux qui gouvernent le monde ne laissent rien, ne laissent aucun détail, même dans le plus infime détail. Tout est calculé. Bref, donc cette pleine lune en Sagittaire qui est très intéressante. Et d'ailleurs, je vais te parler. Je suis une nana sur Instagram, une chouette femme qui s'appelle Ilay Barakzai. J'espère que j'écorche pas son nom. Qui a un compte d'astrologie et qui parle elle a une vision d'astrologie très archétypale et tout, très centrée sur sur la femme et sur le côté féminin et intuitif et transformatif, réceptif et transformatif du coup de la femme dans l'astrologie. Et elle parle de cette pleine lune en Sagittaire qui est... elle dit que Jupiter récompense les changements et les mouvements en dehors des sentiers, de ce que l'on n'ose pas faire, tu vois. Donc quand on va vers quelque chose dont on a peur, dans lequel on n'est pas à l'aise et qu'on fait un pas vers ça, en fait, parce qu'en fait, tout chemin mène à notre nature profonde, à notre vérité. Quand on ose faire un pas vers ça, en fait, Jupiter nous récompense, clairement. Et Sagittaire et la pleine lune en Sagittaire nous pousse à sortir justement de nos acquis, de notre connu, et nous pousse à aller faire un pas vers cet inconnu et à se faire récompenser par Jupiter, la miséricorde de Jupiter, les bienfaits de Jupiter. Et
Et elle expliquait un truc qui était très intéressant, je trouve. C'est... putain, j'écris un texte que j'arrive même pas à me relire. Mais je vais faire par rapport à ce que j'ai retenu. Elle disait que la peur, en fait, qui nous meut quand on va vers l'inconnu, c'est pas la peur de mourir. C'est la peur de ne pas devenir ce que l'on doit être, ce que notre soi profond veut être. C'est la peur de ne pas arriver à notre vérité, à notre nature profonde. C'est ça en fait la peur. Et j'ai trouvé ça énorme, quoi. J'ai trouvé ça géant. Et c'est tout à fait ça pour moi, hein. C'est la peur de ne jamais devenir euh, ce que l'on est intrinsèquement. Et waouh, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça très très fort. Et, et voilà quoi. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre pour en revenir. Oups, petit problème technique. Donc je disais la carte que j'ai dessinée. Bon, j'ai dessiné Mario dans un univers de Mario Bros. Le jeu, tout le monde a connu ce jeu. Tout le monde a joué à ça un jour dans sa vie. Et Mario est un personnage de jeu vidéo dans un univers de jeux vidéo. Mario, il a une quête. Il a une quête ultime, c'est d'aller récupérer la princesse. Et il passe les niveaux, il a plusieurs obstacles, et j'ai trouvé ça très intéressant de faire l'analogie avec le 8 d'épée. Parce que du coup, on a ces 8 d'épée là qui sont là, et Mario, il n'a pas de sentiment humain, il n'a pas peur, il y va. Il y va, il se plante sur les épées, il tombe sur les épées, il tombe dans le vide, etc. Et en fait, il n'a pas peur, Mario, hein. Il sait qu'il est dans un jeu. D'ailleurs, nous savons aujourd'hui que nous sommes dans un monde, notre réalité n'est pas réelle, hein. Nous sommes dans un jeu et que nous avons la capacité aujourd'hui, nous le savons, de modifier notre réalité et d'en faire ce qu'on en veut finalement, même si on est toujours géré par la roue de fortune et le monde qui est autour de nous, qu'on ne peut pas modifier forcément. Mais si tu veux, tu as la possibilité de pouvoir interagir sur ce que tu veux vivre et sur ce que tu vis. Et, et Mario, on appelle ça le jeu de la vie, et Mario est dans ce jeu de la vie, et il va sans peur, les obstacles, il se plante, game over, et puis il recommence le niveau 5 fois, 10 fois, 50 fois s'il le faut. Mais à chaque fois, il apprend à déjouer un obstacle, il apprend à sauter plus haut, il apprend à ne pas manger tel truc, il apprend à aller prendre des pièces. Et donc du coup, à chaque game over, en fait, il revient avec des nouvelles compétences, il revient avec un nouvel acquis, avec des nouvelles leçons. Et c'est ça la vie, en fait, hein. Et au final, on finit toujours par avancer dans les niveaux, et au final, on arrive à la fin de tous les niveaux de Mario, on arrive à choper la princesse, à récupérer la princesse. La princesse qui représente notre quête ultime, hein, notre vérité, notre nature profonde. Et j'ai trouvé cette analogie hyper intéressante avec du 8 d'épée avec Mario. Sortir de sa zone de confort, aller plus loin. Se dire, la roue de fortune, c'est vraiment tous les obstacles. Les obstacles sont toujours là dans Mario. Ils sont imbriqués dans, dans, dans l'ergonomie du jeu, hein. Et voilà, on ne pourra pas les bouger. C'est comme ça, on fait avec. Mais on avance quand même. De niveau en niveau. Et voilà. Dis-moi ce que tu en penses sur cette analogie que j'ai fait entre Mario et le 8 d'épée. Et maintenant, je vais te poser le tirage que j'ai créé pour toi ici. Un tirage en 4 cartes. Le tirage du 8 d'épée sur ce qui tourne en boucle dans notre tête. Donc la carte numéro 1, qu'est-ce qui tourne en boucle dans ma tête en ce moment? La carte numéro 2, qu'est-ce que je refuse de voir ou de choisir? Carte numéro 3, qu'est-ce que le destin est en train de tisser pour moi en ce moment?
Et carte numéro 4, quelle est la prochaine étape concrète pour sortir de cette boucle? Voilà. Et je crois qu'on va s'en arrêter là. J'ai pas pris le temps de chercher des cartes qui correspondent aux 8 d'épée, mais je crois que la vidéo va faire déjà plus d'une heure, donc on est bien là. Et pour conclure, ce que je retiens du 8 d'épée et de Jupiter en Mercure, Jupiter en Gémeaux, pardon, c'est le paradoxe jupitérien qui est là. La chance qui est toujours présente, Jupiter qui n'abandonne jamais complètement, même si sa force est raccourcie. Et ouais, elle est raccourcie, mais elle n'est pas effacée, elle n'est pas neutralisée, elle n'est pas annihilée. La bonne fortune est toujours là, quelque part, et c'est bien de regarder par ce prisme-là. L'obstacle sera toujours là, et il n'est pas insurmontable. Avec la pleine lune en Gémeaux, en Sagittaire, on nous apprend à aller au-delà, à nous surpasser. Et en nous surpassant, en fait, on gagne les bienfaits de Jupiter. Ce qu'on appelle aussi, comment dire, faire attention aux images mentales qu'on se fait, à la projection qu'on fait aussi à cause de nos croyances limitantes et de nos conditionnements, bien sûr, qui est très très fort dans le 8 d'épée. J'ai oublié de le dire, excuse-moi, j'ai pas tout dit, mais la peur aussi, c'est les conditionnements dans lesquels on nous met avec le 8 d'épée depuis notre enfance. Mais je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas insurmontable en fait. On peut aller de l'avant, il faut sortir et en fait, la vie, l'univers, en fait, dès que tu fais un pas vers ton intention que tu as posée au début, vers ce que tu veux, vers ton envie, vers ton désir, mais qui est lié toujours à un désir profond, honnête et sincère de ton moi supérieur, de ton divin en fait, tu seras toujours récompensé par Jupiter, par l'univers, par la prospérité, par l'abondance, toujours, toujours, toujours. Même si tu passes par des obstacles, même si tu tombes, si tu te relèves, si tu fais un pas toujours, et tu te montres téméraire et tu te montres comme le Sagittaire, allez, tu vas vers ta quête quoi qu'il arrive. En fait, la magie, c'est que la vie, l'univers te récompense toujours. L'univers, Dieu, le divin, tout ce que tu veux, te récompense toujours. Et t'emmène toujours à tes résultats petit à petit. Rome ne se fait pas en un jour, comme vous le savez. Donc, il faut faire attention à nos engrenages mentaux, sortir de son cocon, lâcher prise sur la route fortune sur laquelle on n'a pas prise. Et puis on continue la marche la prochaine fois avec le 9 d'épée. Voilà, j'espère que cet épisode long vous aura plu. Je fais pas de cut, je suis désolée, j'ai pas le time pour ça. Déjà, j'ai failli ne pas faire ce décan. Mais j'ai adoré le faire tout de même. Allez, je vous embrasse et je vous dis à la semaine pro pour le prochain décan ou dans 10 jours. Puis je sortirai sûrement une vidéo là dans la semaine pour parler des nouveaux jeux que j'ai achetés et du Gémeaux, tout ça. Et je vous remercie à vous qui êtes encore là à me regarder studieusement toutes les semaines. Je vous embrasse très fort. Allez, bon dimanche, bye.